Et on va filer donc, je le disais, en Asie. On va s'intéresser à un trophée très particulier. Vous avez peut-être vu passer la brève sur Lucarno Posé. Sinon, c'est pas grave, on va tout vous remettre dans le contexte, on va tout vous réexpliquer. Un trophée qui a été retrouvé de manière assez folle en Australie. C'est pas la première fois qu'on retrouve un trophée de manière assez folle, hein. J'ai souvenir de la Coupe d'Australie qui avait été retrouvée dans des poubelles, il me semble. C'est ça, hein, Antoine, hein, je me trompe pas, hein. Oui, oui, ça me fait rire, mais oui, c'est une histoire vraie. Oui, c'est. Oui, oui, c'est une histoire vraie. Tout ce qui suit est une histoire vraie, messieurs, dames. Et donc, on va s'intéresser à ce trophée qui s'appelle le Soccer Ashes. Je vais vous lancer un petit doc que l'on a monté, hein, je le disais. On va remercier Football Australia, la fédération, qui nous a envoyé tout ce contenu et qui nous permet de mettre en place ce genre de contenu-là. Euh, je vais juste vous préciser avant, il va être question de quelque chose qui s'appelle l'ANZAC. L'ANZAC, c'est un acronyme pour Australian and New Zealand Army Corps. Vous l'avez compris, c'est le corps militaire australien et néo-zélandais associés. C'est un corps ce sont toutes les troupes originaires d'Océanie qui ont combattu notamment lors de la Première Guerre mondiale. L'ANZAC est célébré, hein, par ces deux pays traditionnellement tous les 25 avril depuis 1921. En Australie et c'est un jour férié en Nouvelle-Zélande. Donc vous allez entendre parler d'Anzac. On va parler de ce trophée, le Soccer Ashes. Je vais vous laisser lancer le documentaire. Ça dure à peu près 4-5 minutes. Et puis on revient ensuite pour discuter de ce trophée et de l'impact historique de ce trophée-là et des conséquences avec le rapprochement entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Down the rabbit hole, finding out that there was actually an Ashes trophy. And I found pictures and read a bit more about it, and then discovering that this trophy, which ought to have been one of the pinnacle objects in the history of the Australian and New Zealand games, it doesn't exist anymore, and nobody knows where it is. I mean, it's astonishing that we've been so careless with our own stories that we don't even know where it is, or even if it exists anymore. It's lost. But what we hope is that no one would throw it away. So someone's sitting there in someone's cupboard and they don't quite know what it is, but it's too beautiful to throw away. And that's a faint dream, isn't it? But anyway, we'll see what happens. Who knows? Who knows where that will go? When my grandparents had actually passed away, my mother and father stored a lot of their things, including like paperwork and other items, into the garage, and well, they remained there in storage for over 50 years, so that's pretty extraordinary. And so when my father passed away, our family, my brother and my sister and families, we needed to clear out like the whole house and garage because it was being sold at that stage, and unfortunately, and there were so many historical, classical, last century items in the garage, even in the house. You know what some people are like with collecting historical things, and the items we came across were of great interest. There was a lot of real history in my father's garage, but regarding soccer things, you imagine sort of a garage so full and so large with a workshop and then a whole heap of stuff, including big things and little things, boxes upon boxes. And so we had to clear all of that, and we found these 3 boxes of historical soccer papers, was included like these photographs and these early historical annual reports of the Soccer Association, and there were like souvenirs of the games, the matches, souvenirs, and photos of all of these great champion teams, like not just Australia, New Zealand, but a lot of photos of the Australian team and the New Zealand team as well. So we found all of that, and amongst the trunks we found this well-preserved historical soccer trophy, and guess what? It's turned out to be the ANZ Ashes Soccer Trophy. So the Soccer Ashes, as it's sometimes now referred to, I understand. This trophy is symbolic of something really important
and its discovery is also really important as well. It's the trophy and its absence, its missingness, was a symptom of Australian soccer's tendency to forget itself, and for the surrounding culture not to care at all. And so this trophy that's replete with sacred significance to a country that, you know, is so obsessed with its Anzac mythology, for that to go missing, it says a lot about the way this game manages to shoot itself in the foot all the time. And we tend not to discover these stories. But sometimes we do. Sometimes this is absolutely phenomenal. And so maybe this is a sign that the game can correct itself, can fix itself, can remember itself. If there's enough people caring about it, if there's enough people taking an interest in the history. Voilà, vous voyez l'importance de ne jamais oublier l'histoire. Hein, voilà, alors il y a beaucoup de questions hein, de mythologie de l'Anzac. C'est vraiment quelque chose qui compte en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui rapproche ces deux pays qui sont voisins. Vous l'avez vu, ce trophée, je peux vous le montrer un petit peu plus en détail. Alors si je me trompe, ça ne marchera pas. Voilà, ce trophée qui est, c'est expliqué dans la brève, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Je mettrai le lien vers la brève dans la description. C'est un trophée qui a donc été réalisé à l'occasion d'un match sur lequel on va revenir dans un instant, qui est fabriqué avec 2 bois issus, un d'Australie, un de Nouvelle-Zélande, et qui contient dans cette petite boîte les cendres des cigares fumés par les capitaines lors du premier match qui a opposé ces deux équipes. C'est une tradition de l'époque, hein, ça a été évoqué tout en introduction dans le chat. Au cricket notamment, il y avait des Ashes Trophy où on mettait des cendres. Voilà, c'est un truc très 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 proche. Bah, c'est une boîte, presque une boîte à bijoux. Ouais, c'est un trophée qui n'en est pas un parce qu'il y a pas de, ça ne remettait pas de titre. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on se remettait comme cela. Mais c'est un trophée qui en dit très très long sur l'histoire du football en Australie. On va l'évoquer dans un instant, et de son lien très proche avec la Nouvelle-Zélande, et on va aussi l'évoquer, on va voir ça avec toi Antoine. On va revenir d'ailleurs justement sur la naissance de ce trophée, pour quelle occasion. On va rappeler que Australie, Nouvelle-Zélande, 1922 et 1923, hein, parce qu'il y a une première tournée en 1922 en Nouvelle-Zélande et la tournée retour en Australie, sont des matchs capitaux dans l'histoire du football australien. Et néo-zélandais, et néo-zélandais d'ailleurs. Oui, oui, ils sont très importants, comme tu l'as dit. Et donc, en fait, ce trophée a été fait à partir du premier match disputé en Australie, à Brisbane. Mais comme tu l'as dit, juste avant, il y avait déjà eu une tournée en Nouvelle-Zélande, où il y a eu 3 matchs officiels. Et ça a été donc le premier match officiel de ces 2 équipes en même temps. Alors, ils ont 2 anniversaires différents. L'Australie, son anniversaire, la sélection nationale est née en 1922 et la Nouvelle-Zélande est née en 1905. Mais leur premier match officiel des 2 a été fait en 1922. Et le trophée a été créé donc une année plus tard, 1 an vraiment après, parce que c'était aussi au mois de juin. Et cette fois-ci, l'Australie avait gagné 2-1. Et comme tu le dis, c'est pas un trophée, mais c'était plutôt un prix, qui servait pour les tests internationaux. Alors c'est pas un mot qui est très utilisé, c'est plutôt dans le terme rugby, le test. On entend plutôt ça dans le rugby, mais enfin, dans le football entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'était utilisé ces périodes de test match. Mais c'est vrai que c'est pas un vocabulaire qui est très associé au football. Tu me corrigeras Nico, mais je pense pas avoir tort là-dessus. Et en fait, il y avait, ce côté-là, où, avant, il y avait, comment dire, la Nouvelle-Zélande avait appelé en fait, l'Australie, mais via la Commonwealth Football Association. Et l'Australie ne jouait pas encore en jaune, vert et blanc. Alors après, ça dépend, le blanc pour les chaussettes, mais comme on a pu le voir, la coupe du monde 2022, ils jouaient à cette époque-là en 1922-1923
en bleu et marron, pardon. Alors le haut était bleu, le blanc était le short, et les chaussettes étaient bleues. Il y avait juste en fait des ronds marrons sur le haut des chaussettes, et ces couleurs-là, donc le bleu, ça représente l'État du New South Wales, et le marron, c'est l'État du Queensland. Et Et- après, il y a eu les fameuses couleurs à partir de 1924. Vas-y, Nicolas. Ouais, non, non, vas-y. Et tu as dit le mot-clé, en fait, hein. Tu parlais de test match, tu parlais d'affiliation à la Commonwealth Association. Et c'est là où tout est important, parce que ce Soccer Ashes va se disputer jusqu'au milieu des années 50 entre ces deux équipes. Et ce qui est très important de préciser, c'est aussi pour cela que c'est un pan d'histoire, mais vraiment du football en Australie. On va quand même rappeler que le football en Australie n'est pas né en 1922, donc tu l'as dit, hein, la sélection était formée, elle s'est véritablement formée en 1922, mais les premiers matchs de football en Australie arrivent à la fin du 19e. Je crois que le plus vieux, il est en Tasmanie en 1879. Je fais ça de mémoire, mais je crois que c'est à peu près ça. Le fait est que l'Australie et la Nouvelle-Zélande faisaient partie du Commonwealth, étaient donc affiliés à la Football Association anglaise, et c'était les Anglais qui, à l'époque, décidaient du droit ou non de disputer des matchs internationaux. Vous avez deviné qu'en disant cette phrase, ça veut dire ce que ça veut dire. Les autres pays, les pays membres du Commonwealth, n'avaient pas le droit de disputer des compétitions internationales. Les Anglais étaient les seuls, et notamment via le British Home Championship, à pouvoir disputer des compétitions internationales entre professionnels ou semi-professionnels. Les autres n'y avaient pas droit, devaient rester au rang d'amateurs qui faisaient en gros, entre guillemets, du football loisir. Et donc, l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, ne pouvaient disputer que ce type de match-là. Et 1922, c'est entre guillemets le début d'une révolution, puisqu'ils disputent ce premier match-là. Et c'est en cela aussi que la naissance de ce trophée, qui, Antoine vient de vous le dire, a été créé l'année suivante, est importante. Et c'est aussi, on va en parler dans un instant, dans la relation entre ces deux pays, qui est importante. Et je le disais, si vous regardez, si vous amusez à regarder, chercher sur Google l'histoire des matchs de la sélection australienne, vous verrez que jusqu'aux années 50, l'Australie ne C'est ça, fait ouais. que des matchs amicaux contre d'autres pays du Commonwealth, le Canada, Alors les je Indes, peux et il y a donner l'Afrique du l'ordre, ouais, Sud. c'est ça. C'est ça. Ils jouaient des par exemple, si, le Canada, ils vont jouer 6 matchs, en fait, c'était vraiment des tests. Ils partaient, C'est ça. c'était tout le mois de juin, 7 juin, 14 juin, 23 juin, 28 juin. Le Canada était venu, et comme tu le dis, après, ils ont affronté l'Inde, donc l'Inde qui était une ancienne colonie, anglaise, l'Afrique du Sud également, et ils avaient rejoué, la Nouvelle-Zélande, vers les années 50. Voilà, c'est ça. Et donc, ils n'avaient droit qu'à ces test matchs, ces sortes de matchs amicaux qui n'avaient aucune conséquence internationale, hein. Ça ne débouchait sur aucune qualification ou rien du tout. C'était juste une série de matchs amicaux. On remercie encore les Anglais pour leur grand travail dans le développement du football. Et petite anecdote, après on va passer à la suite. Je vais vous montrer deux, trois images de ces matchs de 1922 et de 1922. Alors je ne sais pas si on le voit bien sur celle-là, j'en ai une autre. Il y a un petit détail, je ne sais pas si tu connais l'anecdote, Antoine, et je vais m'adresser aux supporters d'Arsenal pour cela. Si vous regardez bien les photos, je vous invite, si vous nous écoutez le podcast sur les plateformes audio, à aller vers la version YouTube. Il y a quelque chose sur ces photos qui nous paraît complètement anodin, mais qui ne l'est pas. Je vais pas laisser de suspense, hein, parce que c'est introuvable avec nos yeux d'aujourd'hui. Si vous regardez les joueurs, ils ont un numéro dans le dos. C'est la première fois dans l'histoire du football que deux équipes de football jouent avec un numéro dans le dos. Contrairement à la légende qui veut que le premier match de foot avec un numéro dans le dos, c'est Arsenal-Chelsea en 1928. Non, 6 ans avant, Australie et Nouvelle-Zélande avaient des numéros dans le dos pour identifier les joueurs. Vous pouvez aussi mesurer à quel point ça a un impact quand même, hein, sur le développement du sport et sur voilà, c'était un petit peu pionnier dans ce sens-là. On va évoquer ce match-là parce que ce match-là, en fait, cette découverte, Antoine, elle s'inscrit finalement dans un long processus, on peut dire presque, de la fédération australienne maintenant, qui est, Nostromo parlait d'oubli, de ne pas oublier l'histoire. Justement, la fédé australienne fait en sorte justement de revenir vers cette histoire. D'ailleurs, elle a un peu soutenu, hein, les deux historiens que vous avez vus dans le documentaire sont aussi appuyés un petit peu par la fédération. Euh, et la fédération est allée plus loin puisqu'elle a organisé le match du centenaire l'année dernière. Match du centenaire qui a opposé qui? L'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'était pas anodin non plus. Oui, comme tu le précises, ces 2 historiens ont déjà travaillé avec la fédération,
avant, parce que même si on va sur le site et l'histoire, en fait, dans le site officiel des Socceroos, en fait, ils interviennent souvent, donc ils sont proches, en Exactement. fait. Donc vous pouvez aller, je vous invite vraiment à lire hein, la page histoire des Socceroos, qui est vraiment très intéressante. Et qui est Mais oui, bon, systématiquement enrichi et il s'appuie sur ces historiens-là. Elle est vraiment bien. Ouais. tout à fait. Et puis, bah, comme tu dis, les kits médias qu'ils nous envoient, on peut en faire profiter à tout le monde, et c'est ce qui est très intéressant. Et comme tu le disais, c'est vrai que ben, 1922-2022, c'était les 100 ans de la sélection australienne des Socceroos. Et ils avaient décidé de créer un match de anniversaire, donc c'était le centenaire de la sélection. Et il y a eu deux choses qui ont été faites. Donc c'était déjà bah, de recevoir, recevoir la Nouvelle-Zélande à Brisbane, dans le Queensland, et inversement, la Nouvelle-Zélande a accueilli, lors du deuxième match, la sélection australienne à Auckland. Ces deux matchs-là ont servi pour la préparation au mondial 2022 que l'Australie a disputé. Et c'est surtout qu'ils en ont aussi profité pour ben, ressortir en fait le kit ancestral de la sélection australienne, Est-ce que je le montre? le premier qui était fait. Est-ce que je le montre? Bah, nous, on le trouvait pas très beau parce que bon, à l'époque, est-ce qu'ils pouvaient Bon, le se voici. permettre de faire des choses? C'est bleu, enfin, et ils ont vraiment, voilà, ils l'ont refait. Il s'est pas très bien vendu puisqu'on le trouve facilement en solde. Il y a encore beaucoup de stock Ah, de ce ils ont pas non que. plus utilisé véritablement le logo de l'époque. Hein. Il a un petit peu modifié Non, par rapport au non, premier logo. C'est oui, pas foufou. il y a non, c'est donc voilà, mais bon, voilà, ils ont essayé de surfer là-dessus. Ils avaient aussi sorti une sorte de médaillon de célébration. Donc ils étaient vraiment très fiers de ça, et il y a pas une rivalité, en fait, avec la Nouvelle-Zélande. On pourrait se dire, 2 cousins, rivaux. Ça se passe plutôt de côté très fraternel, et c'est ce qui vient avec, ce que tu disais en introduction, le côté Anzac, qui est célébré également, pendant le championnat, qui a été célébré, la semaine dernière. Si vous avez suivi, le championnat australien, ben, vous avez pu voir, dans les avant-matchs que voilà, il y avait, les 2 hymnes qui étaient chantés, qui étaient célébrés. Donc voilà, c'était ce côté, 100 ans après, de toujours, nouer ce côté historique, et ça va aussi, ben, au-delà en fait de la sélection, nationale. Ouais, exactement. Et juste pour préciser une dernière chose par rapport à l'ANZAC, l'un des deux historiens, Yann Season, qui en parle dans tout le contenu qu'on a eu, je ne l'ai pas laissé, mais explique aussi à quel point il est important de retrouver ce genre de trophée parce qu'il honore aussi la mémoire de tous les footballeurs australiens et néo-zélandais qui ont pris part à la Première Guerre mondiale dans le cadre de ce corps armé. Donc voilà, il a une signification qui dépasse C'est aussi le vrai. football. Il dit c'est vrai. Il disait qu'il y avait à peu près, plusieurs milliers de footballeurs vraiment authentifiés qui Je crois avaient que c'était 4000 qui malheure disaient 4000 qui ont 4 000 participé et et 500 qui 5 sont morts, c'est ça, et hein? 500. C'est ça, oui, oui. Donc voilà, ça fait partie de ce côté, ben, voilà, ce côté, Donc ouais, on il est se pas commémore et complètement on anodin. Et on va faire la transition parce que tu le disais à l'instant, ils ne sont pas rivaux, Australie et Nouvelle-Zélande. Ils l'ont été un petit peu hein, à l'époque où ils étaient en Océanie en termes footballistiques purement sportifs, mais la rivalité n'était que sportive. Et justement, on va en profiter, nous, de toute cette mythologie, comme il dit, de l'Anzac, mais surtout cette proximité entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On va profiter de la découverte de ce trophée pour parler de cette proximité-là. Euh, les relations, vous le voyez, sont assez vieilles. Et ce trophée, quand même, cette redécouverte, permet de rappeler à quel point la Nouvelle-Zélande a joué un vrai rôle dans le développement du football en Australie, que ce soit avec la fin de la National Soccer League, mais aussi et surtout avec l'arrivée de la A-League. c'est ça, c'est vrai qu'on peut se dire que, ben, entre, le football historiquement en Australie existe depuis, ouh là là, des dizaines et des dizaines d'années. Je vous invite à lire les différents papiers sur Lucarno Posé qui retranscrivent en fait tout ce côté, la participation à l'immigration qui est vraiment arrivée avec une culture club, qui ont fait monter des clubs, historiques avec une essence, italienne, hollandaise, grecque, et cetera. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande est arrivée très, très, très tardivement, puisqu'elle est arrivée, presque, à notre millénaire, en 1999, avec les New Zealand Knights, alors Kingz, Les Kings parce qu'en fait, ils Les pouvaient Kings ouais, mais Kings, c'était Ouais déjà pris, et fallait dire Kings. Enfin,
C'est en fait, déjà, ça collait pas trop. C'est vrai que Ouais, c'était leur premier en club. fait, ils avaient mis un Z à la place du S. Voilà. Voilà, ils sont arrivés avec Kings avec le S, mais on leur a dit: «Ah non, il y a déjà le club de basket de Sydney qui s'appelle comme ça», et donc du coup, ils ont mis un Z. Alors, la prononciation est un peu Ouais. atroce et malheureusement, ce premier jet de club a duré, 5 petites années jusqu'à la dissolution de l'ancien championnat qui s'appelait la National Soccer League. Ensuite, elle a basculé, dans la A-League, qui a été créée, à partir de 2005, qui a été le premier championnat professionnel qui est fermé, et ils se sont appelés les New Zealand Knights cette fois-ci. Ils sont passés des rois aux chevaliers. Ouais, Bref, ils ont bon. quand même un petit peu descendu en rang. Hein. Ils sont Bah oui, restés là, mais quand tu bah, passes du roi au chevalier, bon, tu passes au roi aux chevaliers, puis, 3 ans après, tu tu plus. bah, t'es un C'est ça, c'est phénix. de 2004 à 2007. Malheureusement, bah, ils ont été dissous pour, leur, capacité financière et leur capacité, sportive était en deçà des espérances, et comme ce sont des franchises avec des licences, renouvelées, renouvelables et qui peuvent être enlevées, enfin, il y a beaucoup de maîtrise par la direction pour enlever, récupérer des licences, et ben, ils ont disparu. Mais à cette même époque, il y a les Wellington Phoenix qui sont arrivés et qui sont, une équipe néo-zélandaise, qui est d'ailleurs compétitive vraiment depuis 2019, puisqu'elle n'a pas été qualifiée pour les playoffs depuis, 2021. Mais c'est la seule équipe professionnelle qui existe en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire qu'aucun autre club et leurs compétitions nationales sont au niveau semi-professionnel. Et alors, pour l'histoire du Wellington Phoenix, il y a eu un débat, il y a quelques années, où la licence a failli ne pas être renouvelée, parce qu'on se disait que c'était plutôt un boulet pour, la compétition, qu'elle n'attirait pas, que bon, après comme on dit, pour tuer son chien, on dit qu'il est à la rage. Mais c'est vrai qu'il y avait une grosse campagne, on en avait parlé sur Lucarne Opposée d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup le hashtag, Save the Knicks qui Ouais. avait vraiment pullulé parce que tout le monde voulait le garder. Et ce qui est étonnant, c'est que maintenant, presque 15 ans après, on a annoncé que, bah, il y aura une expansion de franchise dans le championnat australien, et qu'une de ces expansions sera faite à Auckland à partir de 2025. Donc, il y a eu beaucoup de changements entre ces époques-là, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une volonté d'ouvrir à Auckland, c'est que si en Australie on joue davantage au football, on le fait aussi en Nouvelle-Zélande, et que maintenant il y aura, donc la Nouvelle-Zélande est un pays qui est séparé en 2 îles. Il y aura un club donc au nord de l'île et un club au sud de l'île, et les 2 seront, professionnels, parce que l'objectif de la ligue, c'est d'attirer en fait plus de compétitivité entre les clubs, et donc pour Wellington, ce qui serait sain, c'est d'avoir en fait un 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 rival club local. qui les concurrence, Mm. et pour le pays même en lui-même, il y aura une deuxième voie de professionnalisation pour les jeunes, parce que, bah, Wellington ne peut pas accueillir tout le monde. Non, elle a. Donc c'est l'idée de cette ouverture, cette deuxième ouverture du moins. Alors que pendant ce temps, la lumière divine est apparue chez Pierre. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, ce qui est assez amusant sur la franchise d'Auckland, j'ai vu passer ces rumeurs-là. Il y a des rumeurs. Alors, ça ne sera pas les Knights, mais il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être les Auckland Kings. Hein. Donc, attention, ça pourrait revenir. Bref, mais tu le dis, il y a donc cette présence néo-zélandaise qui suit le développement de la A-League, concrètement. Euh, on va quand même aussi rappeler que dans les liens étroits footballistiques entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a quelque chose qui arrive encore plus vite que Auckland en 2025, c'est la Coupe du Monde féminine 2023. Justement, elle se passe comment cette organisation? On est toujours main dans la main entre les deux pays ou pas trop? Si, c'est clairement main dans la main. Alors, historiquement, l'Australie a voulu faire, cavalier seul. Ils avaient ouvert une candidature, voilà, par eux-mêmes. Sauf qu'en fait, bah, ils se sont dit que, bah, si on s'allie, plus on revient en fait aux conversations qu'il y a eu précédemment Exactement. avec le Maroc côté, ben, en fait, peut-être que maintenant, être tout seul, faut être une force de frappe, sans équivalent, ou avoir des tonneaux de dollars, à distribuer pour acheter des voix, bref. Oh, Mais en c'est tout pas cas, beau ce que voilà, vous ils ont dites, dé monsieur. non, moi enfin bon. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de s'allier, et ça reste sur le côté, ben, ils s'allient, c'est l'Australie en fait qui a demandé à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a été aussi ouverte à ce sujet-là, et ce qui est
Alors moi, je pensais pas, mais c'est la Nouvelle-Zélande qui va accueillir le premier match à Auckland. Mais c'est en fait, voilà, c'est ce qu'il disait, c'est que, ça va créer, en fait, un héritage pour les femmes et pour le football de nos pays et en Asie et en Océanie. C'est ce qu'avait dit, en fait, le ministre néo-zélandais des sports, Grant Robertson, à l'époque. Donc, c'est ce côté, en fait, où, ben, il y a toujours ce synonyme d'héritage, en fait. Il y a pas de Après, c'est peut-être aussi, comme tu disais, ils sont plus dans la même confédération, donc ça permet d'être plus, partenaires que, concurrents. Et donc pour ce cas-là, pour la coupe du monde, qui je l'espère retrouvera, des, distributeurs, pour nous les montrer à la télé, Ouais, chez nous, ouais. ce C'est pas gagné, hein. ce qui serait bien, hein, mais c'est pas gagné là-bas non plus, hein, parce que, ils font très peu de publicité en ce moment. Donc ça c'est pas top, top. Mais Ouais. bon, écoute, Mais en voilà, tout ça cas, fait ils partie. travaillent ensemble. Ça, Ça voilà, reste c'est dans ça. notre fil, quoi. Ça travaille ensemble. Il y a ce rapprochement qui se fait de nouveau en fait, hein, et en fait on a renoué un lien étroit entre deux pays qui voilà étaient déjà très très liés, et c'est aussi ce que démontre la redécouverte de ce trophée, hein, de ce Soccer Ashes. C'est aussi cela, ne pas oublier l'histoire, c'est un petit peu ça aussi. C'est aussi se rappeler des liens qu'on a pu nouer avec les voisins, et l'Australie est en train de les rouvrir, de les renouer surtout. Euh, et justement, petite question qui permet de conclure ce dossier sur ce lien entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Euh, la Nouvelle-Zélande, on l'a dit, hein, elle est en Océanie, l'Australie, elle est en Asie. Est-ce que à terme, cette histoire-là, de renouer les liens entre les deux pays, parce qu'on sait à quel point la Nouvelle-Zélande, on parlait de rivalité sportive, elle est aussi un petit peu orpheline, hein, du départ de l'Australie de la zone Océanie. Il n'y a pas vraiment de concurrence à l'échelle confédération. Est-ce que ça peut pas donner des idées à la Nouvelle-Zélande, de faire ce qu'a fait l'Australie en 2006, c'est-à-dire d'aller essayer d'intégrer l'Asie? Alors non, parce que, bah, déjà, elle a jamais émis un souhait de quitter l'Océanie et déjà, je pense que si la Nouvelle-Zélande quitte l'Océanie, je pense que je sais même pas si le football pourrait continuer en Océanie tant, Mm. économiquement la Nouvelle-Zélande tient tout. C'est-à-dire que c'est vraiment le cœur économique, en fait. Parce qu'il faut se rendre compte que tous les petits pays à côté, que ce soit les îles Fidji, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, même si là-bas, il y a des clubs qui sont très intéressants à suivre. D'ailleurs, je vous invite à suivre la Ligue des champions, qui commence, le week-end prochain. Mais, non, il y a pas eu cet effet-là de partir parce que, ben, on peut partir dans la zone Asie. Admettons, on part du principe qu'ils partent, ils arrivent dans l'AFC, mais le souci, c'est d'organiser des voyages qui sont c'est des milliers de kilomètres. C'est un argent, à sortir qui est considérable pour une fédération qui n'a pas beaucoup de moyens, il faut se le dire. Ils font d'ailleurs, si vous regardez les historiques des matchs de la Nouvelle-Zélande avec le covid et tout ça, ils jouent très, très peu. C'est pour ça que c'était une aubaine de les revoir jouer, contre l'Australie pour le match du centenaire parce que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas joué. C'est une équipe qui a du mal à on va dire à réunir tous ces joueurs professionnels. Il y en a beaucoup qui jouent en Europe, mais il y en a beaucoup qui jouent en Nouvelle-Zélande, donc les faire venir pour aller jouer en Asie, ça peut être compliqué et elle est pas assez mature et peut-être viable économiquement Ouais. pour subir, tout ça et à l'inverse, d'un point de vue, moi qui suis un peu, l'Océanie et la Nouvelle-Zélande, pour eux aussi, à quoi bon vouloir partir puisque ils sont forcément, sauf accident industriel, premier de la zone OFC, dans les compétitions qui seront qualificatives pour la coupe du monde. Donc partir pour C'est aller chercher plus de concurrence, ce serait se dire: «On va peut-être, se couper les capacités à aller chercher un ticket pour la coupe du monde», ce que l'on a pu depuis, une dizaine d'années. C'était la coupe du monde, si je dis pas de bêtises, 2012, 2010. 2010 où ils ont pas perdu un match, mais ils n'ont pas gagné non plus. Ouais. Alors après, Et tiens, donc tu vois, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Ça peut aussi peut-être donner, pourquoi pas, un jour, l'idée à l'Australie de. Ouais, non, remarque, parce qu'il y a les pétrodollars, de la Confédération asiatique, mais ça aurait peut-être pu non, il leur y aurait donner trop de l'envie de revenir en Océanie, tu vois. tu te rends compte, les Australiens sont tellement compétitifs dans les ligues des champions asiatiques, ils pourraient pas partir. Oui, c'est vrai, Ce c'est vrai. serait, Et ce puis, serait ils survolent dramatique. tellement de les qualifications mondiales aussi Oh là là, que, voilà, quoi. ils sont tellement intéressés par ça que
Non, Mais mais ça peut être une après, question qui sera prise en considération à terme, hein, au bout d'un moment, on ne sait jamais, rien n'est jamais figé dans le football. Et le fait de renouer un petit peu avec ses origines, ça peut aussi donner des idées de revenir vers ses origines. oui, et puis même un point qu'on n'a pas évoqué, qu'on a cité tout à l'heure, en off avant, sachez que Wellington ou Auckland, peu importe, s'ils gagnent quoi que ce soit en Australie, ne peuvent pas jouer une compétition en AFC parce qu'ils sont une licence océanienne. Donc, Voilà. s'ils gagnent par exemple, la coupe d'Australie, l'Australia Cup, ils ne pourront pas aller en coupe d'Europe, coupe la En, petite coupe, en coupe AFC Cup. d'Asie. Voilà, pardon. Et en fait, L'AFC Cup, merci Nicolas. ils ont pas droit aux compétitions continentales, ce qui est aussi un petit peu Voilà. un frein quand même quand tu veux mettre en place une structure professionnelle et développement de jeunes néo-zélandais notamment. Bref, à suivre. On verra cela. On verra comment ça peut évoluer. En tout cas, voilà, c'était important de parler de ce lien qui était renoué depuis un an et demi, et qui vient d'être ponctué donc par la redécouverte de ce beau trophée, de ce Soccer Ashes. Je vous mettrai le lien vers la brève pour que vous ayez un petit peu plus de détails sur comment il a été construit et ce qu'il contient, vous verrez. C'est très intéressant. Et voilà, et c'est aussi toujours, et c'est quelque chose dont on est assez dans la ligne de ce que a dit Jan Seizen dans son dans le petit reportage. Et il faut toujours s'intéresser et ne pas oublier l'histoire. C'est ce que démontre la redécouverte de ce trophée.